Allez, bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo produite par Nira Technologies. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle idée en fait. Là, je suis en train de travailler sur une maquette. C'est même pas une maquette, c'est un prototype. Je m'explique. Ce que j'aimerais faire, c'est un logiciel de type Prompt to Software. Donc Prompt to Software, en gros, concrètement, je voudrais créer une application comme ChatGPT, mais au lieu d'avoir un chat qui se fait interactif, en fait, on aurait juste une fenêtre où est-ce qu'on on donne une idée de logiciel à développer, et derrière, en fait, notre outil, l'outil que je travaille là, eh bien, l'objectif, c'est qu'il développe tout le produit, en fait, tout le produit, toute la partie architecture, tout ça. Et de manière complètement autonome, sans aucune interaction humaine en fait. La seule interaction, c'est celle qui consiste à dire ce qu'on attend. Donc je l'appelle ce logiciel SoftGPT parce que j'ai aucune notion de comment je peux l'appeler autrement, je verrai ça plus tard. C'est un outil qui a pour but de faire ce qu'on appelle, ce que j'appelle plutôt prompt to software. Donc en gros, c'est à partir d'un texte. En fait, c'est d'un texte descriptif. En fait, je veux pouvoir obtenir un logiciel en fait. Voilà. Donc pour faire ça, comment est-ce que je fais ? Dans un premier temps, mon logiciel, il faut voir qu'il fonctionne par un mécanisme d'étapes. Donc c'est comme ce qu'on appelle un workflow en fait. Un workflow, c'est un process, d'accord, qui fonctionne avec plusieurs étapes, où chaque étape a une certaine dépendance les unes par rapport aux autres. Donc concrètement, ici, voilà, le workflow, ce serait plutôt ça. Donc on aurait en fait on aurait une première étape qui serait par exemple, on va le mettre ici. Ça, c'est texte écrit par l'utilisateur. Texte écrit par l'utilisateur qui permet de définir un logiciel. Et un logiciel est défini par un ensemble de fonctionnalités. Et c'est cet ensemble de fonctionnalités qui décrit en fait un logiciel. Donc en gros, voilà, ça c'est la première chose que ferait du coup mon logiciel. Donc il prend en entrée du coup un texte, d'accord, écrit par l'utilisateur. Ensuite, ce que mon logiciel ferait, c'est qu'il ferait appel à ce qu'on appelle des experts en fait, plusieurs experts métiers. Donc premièrement, il ferait appel à et les experts métiers aujourd'hui c'est nous, et donc là il ferait appel par exemple à ce qu'on appelle un responsable produit. Le responsable produit, il aurait pour rôle en fait, c'est lui qui est responsable du produit, c'est lui qui s'assure que là, en phase de développement, ça correspond bien à ce qui est attendu. Ensuite, le responsable produit, lui, il communique normalement. Là, toute cette partie-là que je définis par les cercles, normalement, ce sont des vrais métiers qui existent et c'est comme ça que ça se passe dans l'industrie logicielle. On a des responsables produits. Un responsable produit, il va communiquer avec un architecte en fait, un architecte logiciel ou un architecte produit. Cet architecte, donc le responsable produit, il définit avec le client comment doit fonctionner le logiciel, ce qui est attendu dans le logiciel, toutes les fonctionnalités en fait. D'accord ? Il définit ce qu'on appelle un cahier des charges. Ensuite, le cahier des charges, il est analysé et ce cahier des charges, il est transmis à l'architecte produit. Et l'architecte produit, en fait, c'est l'architecte logiciel, c'est lui qui va du coup, en fait, analyser le cahier des charges et décrire des spécifications techniques pour expliquer comment finalement il va falloir développer le logiciel, comment est-ce que le logiciel va fonctionner, quels sont les différents composants qui vont justement composer le logiciel. Une fois que c'est fait, en fait, notre architecte, il va pouvoir communiquer avec deux personnes. Il va pouvoir pas communiquer avec un designer, on va l'appeler l'UI designer en fait. Ça, c'est pour en fait définir un petit peu, pour voir un peu avec le designer comment est-ce qu'on peut faire en sorte comment doit ressembler notre application. Et s'il y en a besoin. Et ensuite, s'il n'y en a pas besoin,
Donc une fois que c'est terminé, l'UX designer en fait il a fini son job, il a fourni le livrable, et du coup l'architecte produit, il va communiquer avec une autre personne. Et cette autre personne, c'est en fait ce qu'on va appeler le programmeur en fait, ou la programmeuse. En tout cas, c'est la personne qui est en charge de réaliser les développements du logiciel. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que notre programmeur, quand il ou elle a terminé du coup ses développements, eh bien elle va fournir en fait un travail. Et ce travail, elle va aller le fournir à une autre personne qu'on appelle du coup un ingénieur QA. QA, c'est pour la qualité en fait. Le QA, il va vérifier le logiciel, la qualité du logiciel, s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas de faille de vulnérabilité, tout ça. Une fois que du coup le QA il a terminé, en gros, dans l'industrie logicielle, on va faire appel à ce qu'on appelle un ingénieur DevOps. Nous, on va aller un peu plus loin, on va l'appeler du coup un DevSecOps. DevSecOps. Le DevSecOps, il va prendre du coup le travail du QA, il va vérifier que ce qu'a dit le QA c'est OK, il va récupérer aussi le travail qu'a fait le programmeur et il va réaliser tout ce qu'il faut. C'est lui qui va fournir en fait les livrables, donc les exécutables en fait du logiciel. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a terminé ici, on n'a pas terminé. En fait, on va continuer à parler à un autre expert, on va parler à un documentaliste. Alors ça, c'est pas tout le monde qui le fait, parce qu'il faut avoir les moyens de le faire. Et le documentaliste, il va rédiger normalement tous les manuels en fait, manuels utilisateurs, tout ça en fait. Et une fois que le documentaliste il a terminé, normalement, on va parler avec une personne en charge du marketing produit en fait. Alors je sais pas comment on appelle ça exactement, mais le marketing produit, alors même pas, on va parler, oui c'est ça. On va communiquer avec le marketing produit. En fait, c'est la personne qui va faire la promotion du logiciel. Donc, le marketing produit, lui, il prend la documentation, il prend les binaires, en fait, et puis voilà. Et une fois que le logiciel il est en service, eh bien, on fait appel à ce qu'on appelle le support, en fait, tout simplement, le support technique. Et ça, le support technique, c'est lorsque le logiciel est en cours de production. Donc en gros, voici les différentes étapes que moi j'ai identifiées en fait pour pouvoir réaliser un logiciel de manière propre. Alors ça peut être une bulle en fait, peut être juste une personne, ça peut être un regroupement de personnes et donc une équipe, ça dépend en fait des capacités du projet. Mais grosso modo, voilà les différents métiers qu'il doit y avoir. Pour rappel, donc on a le client qui transmet son besoin, il le transmet au responsable produit. Le responsable produit, normalement, il va transmettre du coup ce qu'on appelle des epics et des user stories en fait à l'architecte. L'architecte produit, il va fournir une documentation technique. D'accord, il va produire une documentation technique à la fois pour l'UX UI designer et à la fois documentation technique à la fois pour le programmeur. D'accord, l'UX designer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en retour, bien sûr, il y a un retour en fait. C'est-à-dire que l'UX designer, alors je devrais plutôt le mettre ici, il va fournir ce qu'on appelle, admettons, une charte graphique. La charte graphique plus du coup une maquette. Voilà. Donc ça, comme ça, c'est bon. Ici, l'EPIC. En fait, il fournit des EPIC, pas qu'une EPIC, des EPIC, des user stories, une charte graphique, des maquettes. Voilà. Ensuite, le développeur, il va fournir à QA du coup du code source. D'accord. Le code source, ok. Le QA, il va fournir du coup, il va fournir quoi au DevSecOps? Il va lui fournir du coup le code source toujours. Il va aussi fournir du coup tout ce qui va être les tests. D'accord. Ensuite, le DevSecOps, il va fournir au documentaliste, tout simplement les binaires, d'accord. Il va fournir le binaire. Il va aussi fournir au documentaliste la documentation technique.
qui a été fourni par l'architecte, d'accord. Le QA, le programmeur au QA, il va aussi fournir normalement la documentation technique. Tac. Le DevSecOps, ben, il a que besoin du code source et faire des tests. C'est tout. Ensuite, le documentaliste, il va fournir au responsable produit documentation utilisateur. Ensuite, il va fournir la documentation technique et il va aussi fournir du coup les binaires. Et le responsable produit au support, il va fournir la documentation. En fait, il va fournir un peu tout. En fait, hein, il fournit un peu tout. C'est même pas lui normalement qui est censé fournir ça, mais bon, pour faire simple, on va décréter que voilà, il fait ça. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a toute la chaîne en fait, et on sait qui travaille avec quoi et qui fait quoi en fait. Donc ça, c'est grosso modo l'idée. Sauf que moi, ce que je voudrais, c'est que mon logiciel, eh bien, il puisse s'adapter. C'est-à-dire que dans le workflow, ça c'est le workflow, avec chaque cercle, c'est une étape. Et donc, on va définir que chaque cercle, pour bien expliquer que chaque cercle est une étape, on va dire que dans le format, on va les mettre en vert. Voilà. En fait, il faut bien se dire que des fois, il y a des équipes, elles n'ont peut-être pas forcément d'architecte produit. Donc, s'il n'y a pas d'architecte produit, ok. Et peut-être qu'il n'y a pas non plus du UI designer, en fait. Il y a juste une équipe de développement. Et donc, en fait, l'objectif, serait de pouvoir adapter un peu comme on le veut, un peu le workflow, tout simplement, pour mettre seulement les étapes qui nous intéressent. Peut-être qu'on n'a pas besoin non plus de QA, parce que ça sert à rien, et peut-être que la documentation elle sert à rien, que le marketing non plus il sert à rien, donc on peut supprimer ça, et comme ça on peut se retrouver seulement avec un responsable produit, un programmeur, un DevSecOps et un support technique, et ça suffit, ça peut suffire pour certains logiciels. Et donc voilà, mais sauf que moi dans l'optique de vouloir faire quelque chose de carré, voilà, c'est les différents métiers que j'ai identifiés, donc j'en ai identifié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 9 métiers qui ont été identifiés. Et donc, tout ça, en fait, ces métiers, dans mon optique, dans mon logiciel, en fait, ils seraient simulés par une IA. Chaque métier, donc chaque étape, chaque métier serait délégué, en fait, à une IA. Donc, on aurait, en fait, une IA qui serait des GPT, en fait, une IA qui serait un responsable produit, une IA architecte produit, une IA UX, UI designer, une IA programmeur, une IA QA, une IA DevSecOps, une IA documentaliste, etc., etc. Et ensuite, chaque IA, en fait, elle serait spécialisée. Et donc, pour faire ça, comment est-ce que j'ai fait ? Eh bien, voici comment moi, ce que je vois les choses. Je me dis, en fait, le workflow, on va pouvoir le définir dans un fichier de configuration au format, du coup, YAML. Dans le workflow, ce qu'on va définir, on va définir les étapes par des noms. D'accord ? Là, on retrouve un petit peu toutes les étapes que j'ai présentées tout à l'heure, on les retrouve ici. Donc, dans mon workflow, j'ai plusieurs étapes. J'ai une étape qui porte le nom de responsable produit. Responsable produit, on est... Responsable produit, on est ici. Et le responsable produit, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le responsable produit, on a une description, donc ça gère la vision d'un produit et veille à ce que l'équipe le développe selon les besoins de l'utilisateur. Ok. Ensuite, pour cette étape-là, on va utiliser un modèle d'intelligence artificielle. Là, en l'occurrence, je vais utiliser Llama version 3.2 en fait. Et ensuite, ce que je vais dire, c'est que je vais utiliser le modèle qui utilise les 1 milliard de paramètres, ou 1 million, je ne sais plus quel c'est, je crois que c'est 1 milliard. Ensuite, ce que je dis, c'est que pour ce modèle-là, pour pouvoir le personnaliser, je vais utiliser ce qu'on appelle un persona file. Ce que moi j'appelle un persona file. Un persona file, c'est un fichier qui représente un persona. Un persona, en fait, c'est une identité. Ça définit une identité. Et ensuite, ce persona, quand il va communiquer, donc quand le chatbot va communiquer, les phrases qui vont être envoyées au chatbot, ça va être justement cette phrase-là. Il y a une liste de phrases qui vont pouvoir être dites, qui sont définies là, et une phrase, c'est défini par un texte, donc généralement un document en Markdown qui décrit l'architecture du système en tenant compte des besoins utilisateurs suivants, et donc on va devoir insérer les besoins. Donc ça c'est une phrase que du coup, en fait, le responsable produit
va devoir envoyer à qui? Cette phrase va devoir être envoyée à un collaborateur. On collabore avec l'architecte produit. L'architecte produit, c'est une autre étape. L'architecte produit se retrouve ici en fait. Et l'architecte produit, c'est une IA spécialisée en architecture. Et donc, en fait, cette IA-là, l'IA responsable produit, va parler avec l'architecte produit pour lui demander de générer un document en Markdown qui décrit l'architecture, etc. Ensuite, on peut définir si le texte qui a été généré par l'architecte correspond bien en fait et correspond bien à ce qui est attendu. Et donc, si en fait pour faire la vérification, on peut indiquer validation required. Donc, est-ce que la validation est requise? Oui, la validation est requise. Et la validation est requise. Et qui est le validateur? Eh bien, le validateur, c'est le responsable produit. Et donc, en gros, l'IA va communiquer avec elle-même. Elle va s'envoyer une demande en disant est-ce que ce texte correspond bien aux exigences qui ont été définies de base, en fait. Et du coup, l'IA va se communiquer à elle-même et elle va vérifier que ce qu'a dit l'architecte correspond bien et bien aligné avec ce que lui a défini, en fait. Si c'est pas aligné, en fait, ça va boucler jusqu'à ce qu'il y ait un alignement parfait entre les deux IA. Et une fois que, du coup, l'alignement est parfait, on pourra passer à l'étape suivante. Il faut savoir qu'on va faire 5 tentatives pour faire l'alignement. 5 tentatives pour faire un alignement, ça veut dire que on envoie un premier message à l'IA. Donc l'IA responsable produit envoie le message à l'architecte pour lui demander de générer du coup les documents. Si l'architecte n'a pas réussi à générer le document, alors on fait une nouvelle tentative. L'IA responsable produit refait la même tentative et il va faire 5 tentatives pour obtenir le résultat qu'il veut. Voilà, en gros ça c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc voilà, on a en fait on a une étape. Une étape, en fait, ça englobe plusieurs phrases qui doivent être échangées. Et enfin, on a les observeurs, c'est en gros qui c'est qui communique à l'échange, en fait. Et donc ici, on voit bien qu'on a une IA responsable produit, on a une IA architecte produit, une IA UI UX designer, une IA programmeur, QA, DevSecOps, documentaliste, support technique, product marketing et data analyst. Oui, c'est celle que j'ai oubliée aussi, c'est la data analyst, c'est la 10e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exactement. Là on en a 10, donc normalement on a la data analyst qui arrive après. La data analyst, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va pouvoir récupérer en fait de la donnée utilisateur pour pouvoir, et elle va récupérer toutes les données qu'il y a ici pour alimenter chacun des intelligences artificielles en fait. Donc là c'est la data analyst. Et donc là on est sur un cycle où est-ce qu'on a de l'amélioration continue de toutes les IA à partir de la data analyst. La data analyst, elle va aussi utiliser les bases de données en fait, qui vont être générées par les utilisateurs. Parce que ces bases de données là, en fait, vu que ce sont des bases de données clientes, en gros, quand on va avoir besoin de faire du support technique, eh bien le support technique va avoir connaissance du coup des données utilisateurs grâce aux data analyst, et du coup, on pourra même améliorer le logiciel en fonction de prévisions et d'analyses qui pourront être faites à partir de données utilisateurs et du coup ainsi demander des évolutions de logiciel qui soient pertinentes par rapport aux habitudes utilisateurs en fait. Donc voilà. Donc ça c'est, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et là en gros ce que je fais c'est, alors d'un côté c'est pas bien parce que là je fais péter 10 métiers en fait. Là il y a 10 métiers qui deviennent qui potentiellement peuvent devenir complètement obsolètes et remplacés par un seul humain en fait qui supervise tout ça. Mais bon, c'est l'évolution. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on va tendre et que si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et du coup, c'est l'évolution en fait. Donc, du coup, c'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, un persona. Comment est-ce qu'on arrive à identifier un persona? Eh bien, en fait, j'ai défini. On voit bien que quand je définis une étape, en fait, je définis une description, un modèle et un persona file. Et un persona file, c'est en gros quelle est un peu l'identité de cette personne-là, en fait, de ce métier-là. Et donc, pour le responsable produit, il est ici. On a le product owner, c'est lui le responsable produit. Et donc, voici à quoi ressemble, en gros, un fichier de persona qui décrit un peu le rôle du métier. Donc, le rôle pour un responsable produit. Donc, tu es responsable produit, ce qu'on appelle product owner, tu es expert en conception logicielle. Tu es spécialisé dans l'analyse des besoins clients et dans leur transformation en spécifications exploitables,
tu es spécialisé dans l'analyse des besoins clients et dans leur transformation en spécifications exploitables pour les équipes de développement agile. Ta mission, lorsque je te présente un besoin ou une idée de logiciel, voici ce que tu dois faire. 1. Il doit identifier les étapes, les grandes fonctionnalités qui regroupent les objectifs globaux du produit. C'est ce qu'on appelle des épiques. Ensuite, il va devoir découper chaque épique en user story précise en respectant un format structuré. Il doit inclure des critères d'acceptation détaillés pour valider chaque user story. Il doit fournir une définition de terminé claire pour guider l'équipe sur les attentes finales. Le format attendu pour les user stories. Un titre, en disant la fonctionnalité et en donnant un résumé clair de la fonctionnalité, une description rédigée selon le format suivant. En tant que type d'utilisateur, donc en tant que métier, je veux action ou fonctionnalité, je veux réaliser quelque chose afin de obtenir un certain résultat. Voilà. Le critère d'acceptation, donc ce sera une liste de conditions mesurables et testables pour valider que l'user story est complète. Exemple, l'utilisateur peut saisir son email dans un formulaire, un message d'erreur s'affiche si l'email est invalide et l'utilisateur reçoit un email de confirmation après l'inscription. Ça, ce serait par exemple une fonctionnalité pour c'est la description d'une fonctionnalité pour un formulaire par exemple de contact ou je sais pas quoi exactement. Et la définition terminée, du coup le code il est écrit, il est testé, il est déployé dans un environnement de développement, les tests unitaires et fonctionnels couvrent 90% des cas d'usage, la documentation de l'utilisateur est mise à jour et la démo de la fonctionnalité a été validée avec le client ou le product owner. Donc voilà, en gros c'est tout ça là, l'objectif c'est d'automatiser tout ça en fait. Sauf que ça va au-delà de ça. Là, c'est juste pour le responsable produit. Sauf qu'on a un autre métier, on a l'architecte. L'architecte, il a un autre rôle. Donc, il est expert en conception et documentation d'architecture logicielle, complète, fiable, tout ça. Il a d'autres objectifs, il doit fournir d'autres livrables, il doit fournir un premier livrable qui est la spécification des exigences du système, un document de conception de logiciel, les modèles de données, des documentations de définition des interfaces, ensuite un diagramme d'architecture, le plan de migration ou de scalabilité si on a affaire à des applications web, la documentation des bonnes pratiques et une définition des critères d'acceptation technique pour dire quand est-ce que le travail est bien validé. On lui définit un petit contexte de travail en fait, et puis des consignes pour être sûr que les résultats sont bien attendus en fait, en lui disant voilà, en fait on va lui fournir des épiques et des user stories, il va devoir produire du coup 5 documents. Voilà. On a pareil pour le designer, il a d'autres exigences, l'analyste data en fait, il a d'autres petites choses, mais voilà. Et donc tout ça, ça va permettre justement de définir un petit peu les différents rôles et de paramétrer du coup les intelligences artificielles. On va voir un modèle. Ce modèle-là, il va tourner dans plusieurs instances. Et chaque instance, donc en gros, là, on va du coup simuler 10 métiers. Donc, on a un seul modèle. Le modèle, il va être utilisé 10 fois de manière différente. Et il va être configuré 10 fois de manière différente pour pouvoir répondre aux différentes attentes. Voilà. Et enfin, du coup, côté code Java, comment ça se passe ? En fait, c'est pas un code qui est très compliqué en soi. Il est plutôt... Alors pour l'instant, c'est le début, mais la base est plutôt simple. On a une fonction principale. Cette fonction principale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va créer un nouveau workflow et ensuite elle démarre le workflow. Le new workflow, en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire appel à une méthode qui sera capable de prendre en configuration le fichier workflow.yaml. Aujourd'hui, il n'est pas encore pris en compte, mais ça ne serait tardé. C'est une fonctionnalité qu'il faut juste que je développe. Ensuite, donc le workflow, c'est quoi ? Le workflow, c'est tout simplement un objet qui contient un ensemble ordonné d'étapes. Donc ça, ce sont même des linked H7. Oh oui, mais j'ai déjà défini, donc c'est bon. Donc, en gros, on a un ensemble d'étapes. On peut connaître un peu l'état global, c'est-à-dire, les étapes, donc les steps, ici, en gros, c'est tout simplement, décidément, c'est tout simplement ces cercles. Ça, c'est un step, donc une étape. Step, en anglais, ça veut dire étape, en français. Donc, on a une étape, une étape, une étape. Donc, ça, ce sont des steps. Ensuite, on a un step state, donc un état à l'étape.
l'état de l'étape, elle peut être pending, donc en attente, donc il se passe rien. Genre si on travaille avec le responsable produit et qu'on n'a pas encore travaillé avec l'UX designer, ben, cette étape-là, elle est en attente. Si programmeur il est en attente, ben, tout le reste après est aussi en attente, parce qu'il faut d'abord que, voilà, on peut pas faire un bond à l'autre, il faut d'abord passer par les intermédiaires. Ensuite, on a un état running. Ça veut dire que voilà, quand le responsable produit est en train de travailler, eh bien lui, il va être en mode running. Succeeded, c'est quand du coup le responsable produit a terminé en fait. Quand il a fini sa tâche et que sa responsabilité est complètement terminée, ben lui il passe en succeeded. Et donc du coup, il va pouvoir laisser la main aux autres. Et enfin, le fail, c'est quand on a une étape, par exemple, qui a échoué, ben, ça bloque complètement le workflow, on peut pas aller plus loin. Et donc du coup, bon ben voilà, on a une erreur à ce niveau-là en fait. Et voilà, en gros, c'est ce que ça permet de définir. Sauf que là, c'est un état global pour tout le workflow de manière globale. Et ensuite, on a du coup une étape courante. On peut savoir à quelle étape on est actuellement dans le workflow en fait. Et ça, c'est important de connaître cet état-là. Pour fonctionner, c'est pas compliqué. Ce qu'on dit c'est que par défaut, l'état global du workflow, il est en état running quand on le demande à démarrer en fait. Et ensuite, on va itérer sur chacune des étapes. Et pour chaque étape, on va dire que c'est l'étape courante et on va demander à exécuter cette étape. Une étape, c'est quoi ? Une étape, elle est identifiée par un UID, elle est identifiée par un nom. Ce nom, c'est responsable produit ou architecte produit. C'est le nom qu'on va retrouver en fait dans le workflow ici, là, dans les steps. C'est le name, c'est ça, responsable produit, architecte produit, UX designer, programmeur, QA, DevSecOps, documentaliste, support technique, produit marketing, et data analyst. Voilà. En gros, c'est ça les noms. D'accord. Ensuite, ce qu'on va avoir, une description. Bon, bah la description, elle est vraiment pas compliquée, c'est exactement pareil. Hein. La description, quand je déploie une étape, bah la description, c'est juste ce qui vient après. Hein. C'est pour avoir un joli affichage dans mon workflow en fait, parce que je vais créer une fenêtre. Hop là. Et la fenêtre ressemblera à ça, comme ça on pourra voir de manière très simple. En fait, on aura juste un prompt, on renseignera le prompt et après on va juste avoir une vue détail. On va voir cette vue-là globale en fait. Comme ça on pourra voir à peu près où on en est dans les échanges. Et on pourra voir qui communique avec qui. Ensuite, on a du coup un order. Bon, l'ordre, c'est l'ordre de l'étape. Donc, étape 1 pour le responsable, étape 2 pour le produit, étape 3 pour l'UX designer, étape 4 pour le programmeur, etc., etc. en fait. Ensuite, on a un business expert qu'on verra après, et après, on a une étape qui s'appelle, une autre propriété qui s'appelle approval step, donc étape d'approbation. Et en gros, c'est, par exemple, le QA, pour vérifier qu'il fait pas de la merde, il va demander au programmeur s'il est OK en fait. Et le QA, il va même peut-être demander à l'architecte produit s'il est OK en fait, par rapport à ce qui a été fait. Hein. Comme ça, au moins c'est sûr. Et c'est les deux là, le programmeur et l'architecte QA qui vont pouvoir valider en fait. Le business expert, on va aller le voir. Un business expert, c'est un expert métier. Un expert métier, aujourd'hui, l'expert métier dans mon logiciel, c'est tout simplement un agent. Et un agent, aujourd'hui, quand on parle d'agent, on va tout simplement parler d'une intelligence artificielle. Donc, on va avoir un modèle, on va utiliser un modèle. Ce modèle, il va implémenter ce qu'on appelle un Generative Pre-trained Transformer, donc c'est le GPT. Et un GPT, on voit bien que c'est une intelligence artificielle. Donc, une intelligence artificielle, elle a seulement deux contrats. Quand on crée une intelligence artificielle, en fait, on veut définir un consommateur des données qui vont être prédites par l'IA. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer, en fait, on veut déclencher une action si jamais la prédiction a échoué. Donc, c'est ce que permet de faire, du coup, l'intelligence artificielle. Le GPT, qui implémente l'IA, le GPT, en fait, tout simplement, va pouvoir communiquer. On communique en lui fournissant un prompt et va donner une réponse, en fait. Cette réponse va pouvoir... Et du coup, lors de la communication, il peut y avoir des erreurs qui vont lever des exceptions. Si on a réussi à récupérer une réponse, alors au niveau de l'IA, en fait, on va déclencher en fait la prédiction avec succès et on va déclencher un consommateur qui va consommer la donnée générée par l'IA. Si jamais on a dans la communication avec le GPT, avec le modèle d'IA, ça a échoué, une exception sera levée et cette exception du coup sera redéclanchée dans l'échec de la prédiction en donnant du coup en paramètre l'erreur qui a été levée. Donc un modèle, ça implémente tout ceci. Et donc on peut le voir ici, on a un modèle, donc il a un nom.
Ce modèle-là, on va l'associer à un fichier et il va avoir deux écouteurs d'événements, onPrediction succeeded et onPrediction failed. Et donc, on peut définir un comportement si on a une prédiction qui a été réalisée avec succès, et on peut définir un comportement si on a une prédiction qui a été réalisée et qui n'a pas réussi à être réalisée. Et donc la méthode ici, en fait, c'est la méthode predict with trained neuronal. En fait, c'est la méthode qui va pouvoir être utilisée pour dire ok, voici le prompt que je veux t'envoyer. Donc on envoie ce prompt à l'IA et du coup là pour l'instant c'est pas encore implémenté, mais normalement on devra utiliser du coup du chat des GPT. Là c'est la vraie utilisation normalement avec les API de chat GPT, de Mistral ou de je sais pas qui d'autre en fait, de Claude ou je sais pas qui d'autre encore. Voilà. Et donc l'implémentation de la méthode Communicate, elle est très simple. En fait, ce qu'on dit, c'est que on récupère une prédiction. En fait, cette prédiction, c'est le retour de l'appel de la méthode qui n'est pas encore implémentée, qui permet de prédire en fait en utilisant les modèles préentraînés. Et on doit prédire le prompt. Et au niveau de la prédiction, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on a bien une prédiction, alors dans ce cas-là, on va vérifier qu'on a un écouteur d'événements de prédiction qui a été attaché. Et si on a un écouteur d'événements qui doit être déclenché, qui peut être déclenché, alors on déclenche l'écouteur d'événements en lui donnant la prédiction qui a été sortie. Si jamais on n'a pas réussi à prédire, en fait, c'est un échec lors de la prédiction, eh bien on vérifie si on a un écouteur d'événements d'échec de prédiction. Et si on a bien un écouteur d'événements d'échec de prédiction, alors on va demander on va transmettre en fait l'erreur qui est due, qui est liée en fait à l'échec de la prédiction. Voilà. Et on demandera à péter le code. Et sinon, dans tous les cas, sinon, si on a réussi à prédire, on retourne à la prédiction. Ça, c'est ce que fait le modèle. Donc, c'est assez simple. Ensuite, j'ai dit que dans mon étape. Donc on a un expert métier, l'expert il embarque un agent, l'agent il embarque un modèle, mais il embarque aussi un persona, et il embarque une collection de sentences, une collection de phrases. Et donc le persona c'est quoi? Un persona pour l'instant je ne l'ai pas encore bien travaillé, hein. Je me suis arrêté sur ces travaux-là, j'ai d'autres trucs à faire là-dessus, mais pour l'instant ça ressemble à ça. Un persona ça correspond à un job, donc à un travail. Ici le persona c'est responsable produit. Un persona, ça doit aussi avoir un rôle. Le rôle, il va être défini. Alors, pardon, en fait, il faut vraiment ouvrir les fichiers de persona, c'est ça. Un persona, il est ici. Le rôle, il est défini ici. Ensuite, dans le persona, on a du coup le contexte. Donc, le contexte, c'est ce qui va définir dans la section contexte. D'accord. Ensuite, on va voir les objectifs, normalement, les goals. Donc on a une liste, on a une collection de chaînes de caractères qui vont définir les objectifs à atteindre. Les skills, ce sont les compétences. Les livrables, ce sont les livrables qui sont attendus pour cette personne-là. C'est-à-dire que normalement, une personne, quand elle travaille, elle fournit quelque chose en fait. Et ces données de sortie qu'elle fournit, ce sont des données d'entrée pour une autre personne en fait. Et donc là, c'est un petit peu ce qui se passe. Le deliverable, c'est les données d'entrée qui vont pouvoir être utilisées en fait. Ce sont les données de sortie de cette persona, mais qui seront les données d'entrée pour un autre persona en fait. Ensuite, on a des comportements. On a une liste de comportements qui sont attendus. Les comportements, en gros, c'est ton comportement. Voilà. Pour le documentaliste, son comportement, tu es un excellent communicant, capable de comprendre des concepts techniques, accessible à un grand public non expert. Tu sais comment structurer l'information, tu es minutieux et méticuleux, et tu es proactif et tu te mets régulièrement à jour la documentation pour qu'elle fasse les dernières évolutions du produit. Voilà, donc là en gros c'est ça en fait les comportements, c'est vraiment sa capacité en fait. Ensuite on a les instructions. Les instructions ça définit en fait ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Ici les instructions, lorsque tu travailles sur une analyse ou un rapport, voici ce que tu fais. 1. Tu collectes les données. 2. Tu nettoies et prépares les données. 3. Tu analyses les données. 4. Tu crées des visualisations, etc. Donc en gros c'est toutes les tâches qu'il doit faire en fait. Et donc tout ça en fait, le persona, voilà, c'est ce qui va être donné au modèle d'IA, d'accord, c'est ce qui va être donné au modèle pour pouvoir en fait tout simplement pour pouvoir personnaliser l'IA et lui donner un peu une personnalité.
Et les sentence c'est quoi? Une sentence c'est tout simplement un texte avec du coup une boîte noire, un agent qui peut être optionnel, un agent qui va devoir relire en fait le résultat, le retour de la phrase pour dire en fait c'est comme si moi je vous parle, moi en fait je vous envoie des phrases, vous recevez les phrases et en gros vous avez peut-être un expert à qui vous retransmettez toutes les phrases que moi je dis et vous les transmettez à cet expert là et cet expert est en mesure de dire si oui ou non moi ce que je dis c'est de la merde ou pas, si ça correspond bien à ce qui est attendu ou pas. En fait c'est un peu un garde-fou qui va permettre de valider ce qui est dit, sauf que là ça va être complètement automatisé. Et ensuite les collaborateurs en gros la phrase c'est à qui elle doit être transmise en fait, et donc une phrase peut être transmise à plusieurs personnes et donc voilà. Bon, pour l'instant je me suis arrêté là. Et dans l'usage, en fait, pour déclencher tout le workflow, c'est vraiment pas compliqué. Hein, je l'ai déjà montré, mais c'est dans le workflow ici. On a une méthode run. Alors, déjà dans le main, quand je fais, en fait, on n'a pas 36 000 possibilités, hein, d'accord. Quand je tape workflow point, voilà, je peux ajouter des étapes. Bon, mais ça, ce sont des étapes qui seront ajoutées automatiquement de toute façon lors de la lecture du répertoire de ressources qui contient les 10 personas plus le fichier de configuration workflow qui lui utilisera les personas. Ensuite, on a le get steps qui permet juste de lister toutes les étapes. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Remove step pour supprimer une étape du workflow. Bon, ok, très bien. Et enfin, la méthode run, sachant que la méthode run, c'est elle qui va déclencher tout le workflow. Et la méthode run, hein, quand on l'a... Donc ça, c'est un objet qui est très facile à utiliser. On peut pas vraiment se planter. Sachant que la méthode run, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parcourt toutes les étapes et puis pour chaque étape, elle demande à appeler la méthode run de l'étape. Hein. La méthode run de l'étape, elle est ici. Et pareil, une étape, on peut pas se planter non plus. Quand je tape étape point, je peux récupérer du coup l'étape d'approbation, je peux récupérer du coup l'expert métier, je peux récupérer une description, un ID, un nom, bon, très bien, ok. Mais au niveau des actions, j'en ai qu'une seule, c'est la méthode run en fait, hein, qui permet justement de déclencher l'action. Donc voilà, et ça, c'est pour ça, ça va se faire de manière très simple, complètement automatique, super facilement en fait, et puis voilà. Et aujourd'hui, voilà, quand je lance mon programme, en soi, il ne va pas se passer grand-chose parce que j'ai pas d'étapes qui ont été définies, mais on voit que voilà. Donc là, ma prochaine étape, c'est de créer en fait dans le workflow ici, c'est de créer une classe que je vais appeler la factory, qui va être capable de prendre en entrée un fichier YAML, de charger le fichier YAML, de le lire, qui sera aussi capable de lire les fichiers le fichier MD et puis donc les fichiers Markdown et puis voilà. Bon, de toute façon, je vais devoir retravailler encore un petit peu tout ça, mais dans l'ensemble, il y a tout là. Dans l'ensemble, il y a tout. Voilà, c'est le projet SoftGPT. Donc, à partir d'un prompt, on va être capable de monter toute une équipe en fait, spécialisée dans l'industrie logicielle qui sera OK avec les bonnes pratiques et qui sera en mesure justement de fournir de manière automatique des logiciels en fait. Bien sûr, après rien n'empêche qu'on intervienne nous humainement pour lire un petit peu ce qui a été fait, mais voilà, c'est tout. Donc voilà, ça c'est SoftGPT dans sa version 0. C'est juste une ébauche et puis on verra ce que ça donne. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant cette demi-heure et puis à très bientôt sur Nira Technologies. Il y a encore plein de projets et puis là on se focalise un petit peu sur l'IA. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt et puis à très vite. Allez, ciao!